Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Deuxième rencontre, c'est avec le roman L'histoire d'une miraculée. L'auteur Angèle Josiane Feu Afebe, c'est son nom. Il faut dire qu'elle est une jeune Camerounaise, née en 20 par Okola, arrondissement situé dans le département de l'Aléquier. Après son baccalauréat en lettres philosophiques, elle opte pour la médecine et s'inscrit dans un institut professionnel paramédical de la ville de Yaoundé. 3 ans plus tard, elle en ressort nantie d'un diplôme de technicienne principale en imagerie médicale. L'amour pour la littérature naît en elle lorsque ses émotions et ses souvenirs d'enfance la rattrapent. Eh bien, elle décide d'écrire un livre. Elle est avec nous et c'est un plaisir d'accueillir Angèle Josiane Feu Afebe. Bonsoir et bienvenue dans le Point littéraire. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et merci de m'accueillir également chez vous. Vous avez proposé dans un livre, dans un roman, l'histoire d'une vie, la vôtre. Une histoire douloureuse qui a pourtant bien commencé entre un jeune couple qui se rencontre finalement à l'école, un père qui est vacataire, une élève. Le bel idylle conduit ces deux tourtereaux à se marier. Sauf que plus tard, ayant eu des enfants, tout ne se passe pas comme prévu. Les difficultés naissent véritablement lorsqu'on découvre, là encore il s'agit d'une suspicion, que le mari aurait fait ou alors contracté des pactes incestueux pour de l'argent. Comment vivez-vous cette difficile épreuve, d'abord en tant qu'enfant? Quand vous êtes enfant, quel est l'état d'esprit qui vous quitte? En étant enfant, l'état d'esprit, c'est un traumatisme. C'est vrai que les enfants aussi ont des émotions, ils peuvent ressentir le mal autour d'eux. Donc, c'était une enfance pénible. Oui. À partir de quel moment vous commencez à ressentir des secousses dans la vie familiale qui avait pourtant bien commencé? Tout était prometteur. 2 êtres qui s'aiment, on se retrouve dans un environnement où on commence à avoir des premiers investissements, des terres. On construit très vite. Cela est peu ordinaire. À partir de quel moment tout ne va plus? À partir du moment où mon petit frère Benjamin qui me suit, il a commencé à avoir ce qu'on appelle communément la hernie ombilicale, mais ça se répétait, on opère, ça ne finit pas, il a dû subir, je crois, 2 ou 3 opérations, mais ça ne finissait pas. Sans résultat. Sans résultat. Et pour trouver des résultats, la famille ou la mère est obligée de parcourir les tradis thérapeutes, tradis praticiens, ici et là, voilà, un peu partout, rien ne va. Rien ne va. Alors la petite fille que vous êtes à l'époque est bien consciente de ce qui se passe autour d'elle. J'étais pas assez consciente. Moi, je voyais tout cela comme si c'était normal. Je ne réalisais pas ce qui se passait. Oui, parce que j'étais très petite et c'était pour moi. Je me disais peut-être ce sont les choses qui arrivent dans la vie et que peut-être mon petit frère est simplement malade. Je ne mesurais pas l'ampleur de ce que ça allait engendrer après. Oui. Un couple où il n'y avait pas d'éclat de voix et puis subitement, on commence à constater des écarts. La mère est obligée de fuir avec les enfants, partie de l'ouest de façon clandestine pour arriver dans le centre où elle espère trouver du refuge. C'est finalement une histoire difficile que vous avez racontée. Alors, comment est-ce que vous avez pu d'abord vous souvenir de tout ce qui s'est déroulé parce que vous étiez une enfant avant? Vous avez grandi, vous avez parcouru et vous avez vu beaucoup d'étapes de votre vie. Comment on prend le courage de se dire on peut faire un livre de notre histoire? La vérité est que c'était un traumatisme à long terme. Du coup, le cerveau enregistre. Donc, rien ne se perd, tout se conserve en nous. Donc, j'ai dû grandir avec cela en moi parce que c'était une souffrance de l'âme. C'est resté en moi. Parfois, moi, je ne réalisais pas comment est-ce que je pouvais réécrire toutes ces scènes et cette vie. Ça coulait à flot. Donc, quand il m'arrivait de m'asseoir pour écrire,
sur le clavier. C'est vrai que j'ai commencé par des petits bouquins, les feuilles et tout. Mais quand il m'arrivait de m'asseoir pour commencer à écrire, ça coulait à flot. Donc les souvenirs revenaient automatiquement. C'était comme si on déclenchait quelque chose en moi. Enfant battu par sa maraque, parce que finalement le père se sépare de maman qui fuit, parce qu'elle fuit effectivement pour aller loin. Une famille qui est divisée, parce que le petit frère traumatisé devient voleur, et ainsi de suite. Il est presque habité d'un esprit de vol. Vous l'avez d'ailleurs dans l'ouvrage. Effectivement. Est-ce que vous vous dites que vous êtes prête, suffisamment prête pour écrire ce livre et assumer? Parce que les personnages que vous citez à l'intérieur sont, à part votre mère qui est décédée, sont des personnages réels, je veux dire des personnes qui vont certainement se reconnaître à travers vos écrits. Est-ce que vous dites c'est le moment, il faut en parler? Oui, c'était le moment, ça brûlait en moi et il fallait que je libère mon esprit. Donc, j'ai écrit et étant consciente de ce que ça allait ou pouvait engendrer. Je suis tenté de vous poser la question, pourquoi vous avez décidé d'écrire? C'est pour une thérapie personnelle ou alors partager votre expérience pour que cette expérience-là puisse servir aux autres qui peuvent peut-être rencontrer en ce moment des difficultés? Premièrement, c'est pour une thérapie personnelle parce qu'il fallait que j'essaye de me libérer de tout cela parce que ça rongeait en moi. Donc il a fallu que j'écrive pour libérer toutes ces souffrances, toutes ces peines. Il fallait que je me libère. Et le livre aussi a été écrit pour rendre hommage à ma maman. Oui, parce que c'était elle qui était au devant de tout cela. Et après, elle est décédée. Une femme battante. Oui, très. Qui malgré les difficultés, avec un salaire bloqué, continue à se battre, vous envoie à l'école, vous suit, débourse près de 400 000 francs CFA pour votre pension alors que elle n'est qu'une institutrice. Cela est véritablement ce qu'on appelle aujourd'hui des femmes battantes. Effectivement. Aujourd'hui, vous en parlez avec peut-être un peu de distance. Est-ce que la douleur est toujours vive? Elle est toujours vive parce que j'aurais voulu que ma maman soit vivante aujourd'hui, mais elle n'est plus là malheureusement. Et ça m'attriste davantage parce que ces souffrances, c'était une victoire pour elle de traverser tout cela. Mais au moment où elle avait décidé de se réjouir et de dire « Ok, je peux enfin être tranquille, je peux enfin vivre paisiblement », c'est alors là que la maladie et la mort ont survenu arrive presque au mauvais moment. Presque au mauvais moment et elle s'en est allée. Il faut dire quand même qu'on constate que lorsque elle part, la famille est un peu comme disloquée. Chacun prend sa direction, c'est pas évident. Et vous le dites dans votre livre, c'était la dernière fois que vos frères et vous se retrouvaient au même endroit, au même moment. Effectivement, chacun a pris sa direction parce qu'on ne savait pas où aller. On ne savait pas où aller et c'était très pénible. C'est pourquoi j'ai dit l'histoire, elle est douloureuse parce que ce sont des choses pénibles qu'on a eu à vivre, mais je partage cela pas dans le sens d'attrister les gens, mais c'est pour encourager d'autres qui traversent peut-être ce genre de situation. Vous vous considérez comme étant une miraculée. Et d'ailleurs, vous nous faites savoir dans le livre que certainement la main de Dieu vous a conduit dans les différentes épreuves. Vous avez cherché du travail après, vous avez eu des difficultés. Les gens ont voulu abuser de leur position stratégique, un peu comme un chantage pour vous donner du travail. Certains vous ont hébergé et voulaient profiter de votre, on va dire, de vos difficultés pour prendre le dessus. Pourquoi une miraculée? Une miraculée, quand on parle de miraculée, ça veut dire qu'il y a une grâce de Dieu qui intervient quelque part. Il y a eu peut-être des scènes où on s'est retrouvés abandonnés à nous-mêmes, des enfants en pleine nature. Parce que papa, un jour, il a décidé que ses enfants souffraient déjà tellement entre les mains de la marâtre, quoi. Et il nous avait mis dans un bus en pleine matinée, en nous renvoyant chez notre maman. Il y a un village que nous ne connaissions pas. Nous étions tout petits. Votre âme est surprise de vous voir débarquer avec les bagages. Nous nous sommes égarés dans le car et le chauffeur a pris la peine de nous protéger. Oui.
cette nuit-là. Parce que si c'était de nos jours où on enlève les enfants, il aurait dû fuir avec nous. Oui, pour aller nous livrer n'importe où. Mais... Oui. Il faut dire quand même que le livre s'arrête avec beaucoup de conseils. Beaucoup. D'abord, pour sortir totalement de l'histoire, lorsqu'on est un homme qui s'engage à épouser une autre femme, y a-t-il des préalables à observer lorsqu'on sait que la femme peut venir avec d'autres intentions? Lorsqu'on a eu des enfants avant et qu'on décide de se remarier, c'est une mauvaise idée finalement. Dans la plupart des cas, c'est une très mauvaise idée parce que la femme que vous prenez, elle ne montre pas son vrai visage. Oui, au début, elle se montre très affective et maternelle. C'est plus tard qu'on réalise qu'on a fait une erreur grave. Oui. Donc, moi je dis, en tout cas, le mariage, c'est une grâce. Mais les familles recomposées, c'est difficile. C'est très compliqué. Très compliqué parce que pour nous, c'était pire. Parce que dans notre cas, si le père lui-même, qui n'était pas facile à trouver, que la dame exagérait et avait profité de nous mettre même en danger, nous mettre dans un bus, un car qui nous amène dans une direction connue mais pas connue de nous, les enfants. Oui. Vraiment, c'était très compliqué. Très compliqué. Vivre dans la maison où il y avait cette nouvelle femme qui utilisait de tous les stratagèmes pour vous mettre mal à l'aise, ça a été aussi difficile que lors du divorce. Parce que d'ailleurs, lorsque vos parents décident de divorcer, vous faites savoir au lecteur que quelquefois on vous oubliait chez le juge. On vous oubliait. Chaque parent rentrait à la maison et se rendait compte plusieurs jours plus tard que vous n'étiez pas là, à leur côté. Alors finalement, également, le divorce est une dure épreuve. Lorsque on ne s'entend plus, il faut faire quoi? Il faut arranger ou continuer à tenir dans un mariage qui peut-être n'en vaut plus la peine. La solution, c'est de se séparer, mais pas dans le désordre. Pas dans le désordre total. Il y a les êtres fragiles au milieu. Quand il y a les êtres fragiles qui sont au milieu, même en divorçant, tenez compte de ces êtres-là qui sont encore en train de grandir dans la société et qui ont besoin d'accompagnement. Oui, même si on doit divorcer, on divorce tenant compte des enfants. Voilà, de leur bien-être. Heureusement, autour des très mauvaises personnes, vous avez quand même rencontré plusieurs bienfaiteurs. Effectivement. Même s'il y en a qui voulaient une contrepartie, ils n'arrivaient pas à le dire ouvertement. Mais il y en a que vous avez rencontrés qui vous ont, sans forcément vous demander quelque chose, vous ont proposé des solutions. Je ne vais pas citer un ministre qui est en fonction. D'ailleurs, les auditeurs vont découvrir certainement dans le livre. Qui vous a reçu et vous a donné une somme d'argent. Vous avez reçu plusieurs sommes d'argent de plusieurs personnes qui ne vous demandaient pas un retour, forcément. Effectivement. Vous avez rencontré l'homme de votre vie. J'en parle parce que c'est quand même une partie assez... qui peut donner espoir dans la mesure où l'amour de jeunesse ou des jeunes très rarement aboutit à quelque chose de concret. Étant étudiant, n'ayant pas grand-chose, il vous a accompagné. Alors, le regard sur l'amour. Tous les amours. L'amour fraternel. Ensuite, l'amour entre un homme et une femme. Bon, quand je l'ai rencontré, c'était un réconfort pour moi parce que je me suis dit, la façon dont il m'a accueilli, je me suis dit, j'ai trouvé enfin une épaule où poser ma tête après tous ces événements. Je l'ai rencontré à une période très trouble de ma vie et il a été assez gentil pour m'accueillir malgré tout. Il m'a accueilli, donc l'amour, ça, c'est vrai que à cette période j'étais réservée. Je ne parlais pas. Les gens sont surpris de me voir parler par tous les réseaux. Je ne parlais pas. Oui. Donc il m'a redonné l'espoir de revivre et d'oublier un tout petit peu ces étapes. Alors je vais vous citer dans votre livre le monsieur le soir où il vient vous retrouver en bravant les agressions. Il dit que Dieu lui a donné une femme, il est jeune, il n'a rien, mais il va en prendre soin. Il ne faut pas aller à l'encontre. Ce sont des paroles quand même qui reconfortent parce que c'est pas évident. Peut-être
avant de parler de la dédicace qui aura lieu samedi, j'aimerais qu'aujourd'hui et maintenant, tout de suite, vous essayez de nous dire pourquoi est-ce que ce roman devrait être considéré comme un roman de référence qu'on devrait lire absolument. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Pourquoi est-ce qu'on devrait le lire, lui, ce roman-là? Le roman est une histoire réelle qui parle de beaucoup de faits sociaux. Bon, je dirais, lire ce roman va permettre à plusieurs, bon, je parlais du réconfort, plusieurs vont se reconnaître dans l'histoire parce que les problèmes soulevés dans le roman parlent des faits sociaux. Nous avons des familles reconstituées, nous avons des orphelins, même des enfants abandonnés dans nos rues, nous avons famille monoparentale, tout ça fait partie de la société. Des orphelins. La société dans laquelle nous vivons. Là, vous vous présentez également comme, on va dire, défenseur des enfants. Effectivement. Et ces êtres fragiles qui sont parfois on va dire, les dégâts, ou alors les dégâts collatéraux de nos disputes d'adultes. Voilà. Donc, et plus tard, je comptais créer une ONG en mémoire de ma maman avec son nom dans la ville de Kola où elle a passé plus de temps. Et déjà, j'ai fait de la 6e en terminale dans la ville de Kola en cette période-là. Oui. Ton papa n'était plus là? Non, il n'était plus là. Il n'était plus là depuis. Donc, c'est un hommage premièrement à ma maman. Et beaucoup de femmes vont se reconnaître également dans cette histoire de ma maman. Et peut-être ça va essayer de donner un peu de force et de réconfort. À quoi sert-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde s'il perd son âme? C'est quand même une citation forte que vous prononcez. C'est pour faire évocation d'un certain nombre de pratiques. Je refuse de parler de votre père parce que je crois que les auditeurs vont aller découvrir le livre et vont se rendre compte que l'histoire parle non seulement d'une enfance difficile, mais également des questions de sorcellerie. Mais d'alors de grosses sorcelleries. Peut-être, d'abord, dites-nous, la dédicace, c'est quand, où et à quelle heure? La dédicace aura lieu samedi 19 août à la Fondation Mouna. La Fondation Mouna est située à Kalafatas, à côté du service central de MTN Cameroun. On va dire seulement que c'est pas loin de la direction des impôts. Heureusement que MTN Cameroun est un partenaire de la radio, ça nous arrange. Alors, là-bas, on pourra échanger avec l'auteur, peut-être avoir également le livre. Effectivement. Donc, on va simplement se dire à samedi prochain, parce que quand vous dites le 19, c'est un peu comme c'est samedi prochain. Samedi prochain, dans samedi qui arrive dans quelques jours. Merci Angèle, merci d'être passée à la radio. Merci d'avoir échangé avec nous autour de ce livre. J'espère que la thérapie va continuer avec les lecteurs, vous allez échanger. Et bonne suite. Vous m'avez fait savoir qu'il y a la suite qui arrive. Il y aura un tome 2. Oui, le tome 2 arrive bientôt d'ici peu. Merci d'être passé à la radio. Merci également. Et l'émission se referme. Un grand merci à nos deux invités pour ces balades bien évidemment littéraires. Merci à Romuald, Salmon et Sana qui est à la mise en onde de ce soir. Il a également permis la diffusion de ce signal sur Facebook et YouTube de façon simultanée. Merci à Ebel Black Samari qui était là pour la coordination éditoriale, coordination centrale, Jean-Patient Tala, supervision générale. Le reverend pasteur Bissaï Emmanuel Noël, présentation Jean-Jacques Foucault. J'aurai le même plaisir de revenir mercredi prochain. À la même heure, même fréquence. La radio ne s'arrête pas, heureusement. Et Boilamé Mikado nous a rejoint. Et Boilamé Mikado va rester avec vous, chers auditeurs, jusqu'au bout de la nuit. Bonsoir et bienvenue, Boilamé. Voilà, merci. Bonsoir. Jean-Jacques, c'est une lourde responsabilité, conduire les Camerounais, les auditeurs, jusqu'à 0 heure tout au moins. Voilà, allez, merci.
Bonsoir également à tes invités. Angèle Josiane. Voilà, Angèle qui a choisi de s'habiller en rouge, comme moi. Comment ça s'est arrivé, ça? C'est drôle de coïncidence, hein? On ne se connaît pas et on ne s'est pas entendu avant, mais on est tous en rouge, là, vêtus. Voilà, allez, ce soir, Bonbon et Piment va, n'est-ce pas, revenir sur le prix, n'est-ce pas, le grand prix du sage africain qui a été décerné au président de la République, Paul Biya, lundi dernier à Yaoundé, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le règlement du litige sur la péninsule de Bakassi avec le Nigeria. Donc, on va commenter ça. Que pensent les Camerounais? Qu'est-ce que ça leur dit que leur chef d'État soit reconnu comme le grand sage africain? Oui. Et puis, on va poursuivre par ailleurs avec la suite, n'est-ce pas, du coup d'État du Niger. Demain, c'est le grand jour pour les armées ouest-africaines. Les chefs d'état-major des armées, n'est-ce pas, seront réunis demain et vendredi à Accra, au Ghana, pour préparer une opération militaire d'intervention pour remettre l'ordre constitutionnel en place au Niger. Voilà les deux principaux sujets, évidemment, entre autres sujets. Nous reviendrons, n'est-ce pas, sur tout ça. Et ce sera avec la collaboration et la participation de tous les auditeurs, comme d'habitude. Mesdames et messieurs, que Dieu bénisse le Cameroun et le reste du monde avec bonne soirée. Dans un instant, sur votre radio, c'est la pub. Up next is a commercial.